Dans un prestigieux lycée privé du 7 arrondissement de Paris, réputé pour ses élèves brillants issus de familles influentes, tout semblait suivre un ordre immuable, enseignants distingués, élèves disciplinés, personnel de service discret. À la tête de cet établissement se trouvait M. Bertrand Leclerc, un proviseur charismatique, mais autoritaire, connu pour ses remarques mordantes et son obsession de la hiérarchie. Il ne manquait jamais une occasion de rabaisser ceux qu'il jugeait inférieurs, et son souffre-douleur favori n'était autre que Marcel, le concierge de l'école, un homme discret, vêtu d'un bleu de travail, qui nettoyait les couloirs sans faire de bruit. Malgré sa gentillesse et sa ponctualité irréprochable, Marcel était invisible aux yeux du proviseur, sauf quand ce dernier décidait de le ridiculiser en public. Ce jeudi-là, le lycée accueillait une délégation du ministère de l'Éducation ainsi que plusieurs invités internationaux venus assister à un concours de traduction en direct organisé dans l'amphithéâtre de l'école. Le but était de démontrer l'excellence linguistique des élèves de terminale, capables de traduire en simultané des discours du français vers l'anglais, l'allemand et l'italien. Tout était minutieusement planifié, jusqu'à ce qu'un imprévu vienne semer la panique. Le traducteur professionnel, missionné par le ministère, annula sa venue à la dernière minute, victime d'un malaise. Dans les coulisses, ce fut la panique. Les enseignants de langue refusèrent de monter sur scène, craignant de ne pas être à la hauteur d'une telle épreuve publique. C'est alors que Marcel, qui balayait discrètement au fond de la salle, s'approcha timidement du pupitre. « Pardon de vous déranger, mais peut-être que je peux aider, murmura-t-il. Un silence de plomb s'abattit. Monsieur Leclerc le dévisagea, puis éclata de rire. « Alors comme ça, vous vous croyez intelligent? Eh bien, traduisez donc, monsieur le concierge, lança-t-il d'un ton sarcastique. Les élèves ricanèrent, les enseignants échangèrent des regards gênés, et les invités se figèrent, surpris par la scène. Mais au lieu de reculer, Marcel prit calmement les feuilles posées sur la table, s'éclaircit la gorge et lut le discours. Puis, à la stupéfaction générale, il se lança dans une traduction en anglais, fluide, naturelle, avec une prononciation impeccable. L'amphithéâtre resta bouche bée. Lorsqu'on lui demanda de poursuivre en allemand, il s'exécuta sans hésitation, maîtrisant les déclinaisons et la syntaxe à la perfection. Enfin, il traduisit en italien avec une telle justesse qu'un professeur invité de Rome se leva pour l'applaudir. Un attaché culturel le félicita et lui demanda s'il était linguiste de formation. Marcel sourit humblement et répondit qu'il avait autrefois enseigné la philologie romane à l'université de Bologne, avant de quitter le monde académique à la suite de circonstances personnelles douloureuses. La salle entière resta figée, le concierge que tous prenaient pour un simple balayeur était en réalité un érudit. Les élèves, auparavant moqueurs, étaient désormais admiratifs. L'un d'eux, Paul, murmura à son camarade, « Tu crois qu'il lit tous les soirs dans cette salle ?» Ce que beaucoup avaient toujours pris pour une excentricité prenait maintenant un tout autre sens. Quant à M. Leclerc, son visage s'était vidé de toute couleur. Il tenta un rire forcé, mais personne ne réagit. L'un des inspecteurs du ministère lui lança un regard réprobateur, puis se leva pour serrer la main de Marcel devant tout le monde. La hiérarchie invisible venait de s'effondrer. À la fin de la journée, plusieurs élèves vinrent voir Marcel pour lui poser des questions sur les langues, les livres, la vie à l'université. Il leur parla de Dante, de Rilke, de Victor Hugo. Il leur expliqua que les mots sont des ponts, et que comprendre une langue, c'est comprendre un peuple. À travers lui, l'école découvrait un nouveau visage de la culture humble, vivant, passionné. Le lendemain, une vidéo filmée en cachette par une élève fit le tour des réseaux sociaux. Intitulée « Le concierge qui parlait 4 langues », elle devint virale en moins de 24 heures. La presse locale s'y intéressa. Un journaliste du Parisien écrivit « Dans un monde où l'on juge par l'apparence, l'école Henri IV vient de recevoir une belle leçon d'humanité. » Leclerc tenta de minimiser l'incident, déclarant que « tout le monde mérite une seconde chance », ce qui ne fit qu'attiser la colère des élèves. Car ce n'était pas une chance que Marcel demandait, c'était simplement le droit d'exister pleinement, sans étiquette. Pour la première fois, on le vit dans la salle des profs. Pour la première fois, on l'invita à donner un avis. Et ainsi, en quelques jours, le cours de la vie scolaire changea. Non pas par une réforme venue d'en haut, mais par un acte de courage silencieux.
car ce jour-là, ce n'est pas le proviseur qui a marqué les esprits. C'est un homme en blouse bleue qui, par la force des mots, a changé le regard de toute une génération. Après l'intervention spectaculaire de Marcel dans l'amphithéâtre, rien ne fut plus pareil au sein du lycée Henri IV. Les élèves, autrefois indifférents à sa présence, le saluaient désormais avec respect. Certains lui demandaient même des conseils en langue vivante, d'autres s'asseyaient près de lui sur les bancs du jardin pour lui parler de littérature. Dans la salle des professeurs, quelques enseignants commençaient à évoquer son nom avec admiration, et même une certaine gêne eux qui n'avaient jamais cherché à le connaître. Mais pour M. Leclerc, le proviseur, cette soudaine reconnaissance était une humiliation insupportable. Lui, l'homme au double doctorat en sciences politiques, se retrouvait éclipsé par un employé de surface. Pire encore, tout Paris commençait à parler du « concierge polyglotte ». Rongé par l'orgueil, Leclerc décida de reprendre le contrôle. Il commença par changer les horaires de travail de Marcel, l'obligeant à faire les corvées les plus ingrates aux heures de forte affluence. Il prétextait une réorganisation interne, mais tout le monde savait que c'était une punition déguisée. On le chargea de nettoyer les vitres du 5 étages, de réparer les volets cassés, de désherber la cour, bref, tout sauf être visible auprès des élèves. Marcel ne se plaignit pas. Il accepta les nouvelles tâches avec calme, sa dignité intacte, mais ses yeux perdaient un peu de leur éclat chaque jour. Pourtant, dès qu'il avait une pause, on le retrouvait plongé dans un livre, un carnet de vocabulaire sur les genoux. Les élèves, eux, ne comprenaient pas ce revirement. « Pourquoi on ne le voit plus ?» demandait Camille à ses amis. Ils commencèrent à organiser des moments de révision dans les jardins, espérant qu'il les rejoindrait. Un samedi, une dizaine d'entre eux sont même venus l'aider à nettoyer la cour, juste pour pouvoir échanger avec lui. La graine du respect avait germé. Leclerc, voyant que sa stratégie ne faisait que renforcer l'aura de Marcel, décida de frapper plus fort. Il annonça l'organisation d'un colloque prestigieux sur « la transmission académique dans les établissements d'élite » avec des professeurs d'université, des écrivains et même un ancien ministre. Son objectif était clair, relégitimer le savoir officiel et rappeler que seule la reconnaissance académique comptait. Mais les élèves ne mordirent pas à l'hameçon. Le jour du colloque, alors que la salle d'honneur était décorée et les chaises alignées pour accueillir les intellectuels, la moitié des lycéens étaient absents. Où étaient-ils? Réunis autour de Marcel, dans le jardin, en cercle, écoutant ses histoires sur la poésie portugaise et les expressions idiomatiques allemandes. Une vidéo de cette rencontre fit le tour des réseaux, on y voyait des adolescents captivés, souriant, posant des questions avec enthousiasme, pendant que le colloque officiel se déroulait devant une salle à moitié vide. Leclerc entra dans une rage froide. Comment ce concierge, cet homme sans cravate, sans diplôme français affiché sur les murs, pouvait-il captiver plus que lui? C'est alors qu'il prit une décision plus sournoise. Il demanda à son assistante d'examiner le dossier administratif de Marcel, à la recherche d'éléments compromettants. Quelques jours plus tard, il tomba sur une information ancienne. Marcel avait quitté l'université de Bologne il y a 10 ans, dans des circonstances non précisées. Leclerc vit là une opportunité. Il appela le rectorat pour évoquer un doute légitime sur l'intégrité du personnel technique, laissant entendre que Marcel pourrait avoir été impliqué dans des irrégularités académiques. Une rumeur commença à circuler. On murmurait que Marcel aurait été renvoyé d'une université italienne, qu'il avait peut-être falsifié ses références, qu'il n'était peut-être pas celui qu'il prétendait être. Marcel sentit le vent tourner, mais ne répondit à aucune accusation. Il se contenta de continuer son travail, un peu plus seul, un peu plus triste. Il ne cherchait ni vengeance, ni réhabilitation. Il avait vu des hommes puissants s'autodétruire, et il savait que le temps finit toujours par dévoiler la vérité. Mais ce qu'il n'attendait pas, c'est que la vérité vienne d'un ancien élève. Un professeur de linguistique à l'université d'Amsterdam, qui avait reconnu Marcel sur les réseaux, raconta comment ce dernier lui avait permis, autrefois, de ne pas abandonner ses études. Il publia un post sur LinkedIn intitulé « Le professeur que j'ai croisé sous une autre veste », racontant comment Marcel l'avait formé en grec ancien pendant des mois, gratuitement, en dehors des cours. Le post devint viral, relayé par plusieurs médias culturels.
Le hashtag Merci Marcel fut lancé et en 2 jours, des centaines de témoignages affluèrent d'anciens élèves, collègues et universitaires. Les élèves de Henri IV, galvanisés, organisèrent une pétition exigeant que Marcel soit reconnu officiellement comme intervenant culturel au sein du lycée. Ils portèrent des badges en forme de plume avec l'inscription « Le savoir n'a pas de tenue ». La direction du rectorat, face à la pression médiatique, décida de lancer une enquête, non pas sur Marcel, mais sur la gestion de M. Leclerc. Une délégation du ministère fut envoyée. Leclerc fut convoqué pour s'expliquer sur ses méthodes, ses propos et la manière dont il avait tenté d'évincer un homme sans preuve réelle. Marcel, encore une fois, ne triompha pas. Il reste humble, disant simplement « Je n'ai rien à cacher, mais je n'ai rien à prouver non plus ». Et pourtant, cette phrase, reprise par tous les élèves dans une vidéo de soutien, devint virale. Elle résumait tout ce que Marcel incarnait, une force tranquille, une sagesse silencieuse et une humanité à contre-courant de l'orgueil institutionnel. Depuis que les réseaux sociaux s'étaient emparés de l'histoire du concierge linguiste du lycée Henri IV, la notoriété de Marcel avait pris une ampleur inattendue. Il n'était plus seulement une figure locale admirée par ses élèves, mais un symbole national de la dignité silencieuse et du savoir non institutionnalisé. Des émissions de radio en parlaient, un chroniqueur de France Inter fit un billet émouvant sur lui et même un éditeur parisien le contacta pour lui proposer de publier ses mémoires. Mais cette admiration grandissante était vécue par M. Leclerc, le proviseur, comme une humiliation permanente. Chaque article, chaque témoignage, chaque publication virale était un rappel cuisant de sa propre défaite publique. Refusant d'accepter sa déchéance, Leclerc décida de frapper plus fort et plus bas. Il convoqua une réunion confidentielle avec 2 membres du conseil d'administration et leur présenta un dossier, à charge, contre Marcel, évoquant sa prétendue implication dans une affaire ancienne de plagiat universitaire. Le dossier était vide de preuves réelles, mais Leclerc joua sur l'ambiguïté et la peur de l'image. Il affirma que laisser Marcel continuer à enseigner, même de manière informelle, serait un risque pour la réputation de l'établissement. Le lendemain, Marcel reçut une lettre administrative lui interdisant tout échange pédagogique avec les élèves sans autorisation préalable de la direction, sous menace de procédure disciplinaire. La nouvelle choqua la communauté éducative. Les élèves, en colère, organisèrent un rassemblement silencieux dans la cour, tous vêtus de bleu en soutien à Marcel. Les parents écrivirent des lettres au rectorat. Plusieurs professeurs, jusque-là discrets, commencèrent à exprimer leur malaise face aux méthodes du proviseur. Un climat de défiance s'installa. Et pourtant, Marcel, fidèle à lui-même, refusa de participer à la polémique. Il continua son travail, balayer les couloirs, vider les poubelles, débloquer les radiateurs, tout cela avec la même régularité, la même humilité. Mais ceux qui croyaient qu'il était brisé ne comprenaient pas la nature de sa force. Ce qui changea tout, ce fut une lettre. Reçue par l'école et signée par le professeur Jacob van der Meer, linguiste de renommée internationale à l'université de Leiden, qui écrivait « J'ai connu Marcel sous un autre nom, il y a 15 ans. C'est lui qui m'a appris à lire le portugais classique. Sans lui, je n'aurais jamais terminé ma thèse. Il mérite le respect de toute la communauté académique européenne. » La lettre, rendue publique par un élève sur Twitter, provoqua une nouvelle vague de soutien. Des journalistes étrangers commencèrent à s'intéresser à l'affaire. Un article du New York Times intitulé « The Janitor Who Spoke 6 Languages » apporta une attention mondiale au lycée parisien. Face à ce raz-de-marée médiatique, Leclerc tenta de se justifier dans une conférence de presse. Il parla de « malentendus administratifs », de « soucis d'éthique scolaire », mais ses propos sonnaient creux. Surtout lorsque des anciens élèves publièrent d'anciens messages, prouvant que Leclerc avait, par le passé, déjà tenté de faire taire des voix dissidentes dans l'établissement. Le ministère de l'Éducation nationale, désormais mis au courant de l'affaire, décida de dépêcher une inspection sur place. Ce n'était plus seulement une affaire interne, c'était devenu un sujet national sur la gouvernance, le mérite et les inégalités dans l'enseignement.
Pendant ce temps, Marcel reçut une proposition inattendue. L'Université Sorbonne Nouvelle lui proposait de venir animer un cycle de conférences publiques sur la traduction invisible, un concept qu'il avait évoqué un jour avec un élève et que celui-ci avait retenu au point de le proposer à un doyen. Marcel hésita longuement. Il n'avait jamais cherché la lumière. Il craignait que quitter son poste au lycée soit perçu comme un abandon, une fuite. Mais c'est un groupe d'élèves qui, une fois encore, lui apporta la réponse. Ils lui remirent un cahier collectif où chacun avait écrit ce qu'il avait appris de lui, non pas des langues, mais de la vie, du respect, de la patience. Alors il accepta. Mais à une condition, il continuerait à travailler comme concierge 3 matinées par semaine, car c'était là qu'il puisait son équilibre, sa paix. La Sorbonne accepta, admirative. Et les élèves, eux, ne cessèrent de venir lui parler, de l'accompagner dans les escaliers, de prendre des photos avec lui, non pas comme avec une célébrité, mais comme avec un sage. Le jour où Leclerc fut suspendu à titre conservatoire par le rectorat, Marcel ne prononça pas un mot. Il continua à balayer l'entrée. Mais ses yeux, ce jour-là, brillaient. Et dans tout cela, ce n'était pas la chute du proviseur qui réjouissait le lycée. C'était la victoire discrète d'un homme que personne ne regardait, jusqu'au jour où il leur ouvrit les yeux. À l'heure où les caméras s'éteignaient, les hashtags se stabilisaient et les journalistes s'intéressaient à une nouvelle affaire, la vie au lycée Henri IV semblait revenir à la normale. Mais en réalité, rien n'était plus pareil. Marcel, autrefois ignoré, était désormais salué dans les couloirs par des « Bonjour, monsieur », pleins de sincérité. Les élèves ne le voyaient plus comme le concierge qui nettoyait les salles, mais comme un homme de savoir, de transmission, de courage tranquille. Même les enseignants les plus sceptiques commençaient à reconsidérer leur certitude sur le mérite, le titre et l'apparence. Le lycée, sous pression des familles et du ministère, entama une transformation structurelle. Un nouveau poste fut créé, référent humaniste, chargé d'accompagner les élèves dans leur développement personnel et culturel, et Marcel fut le premier à l'occuper. Mais lui ne demanda ni bureau, ni blouse blanche. Il conserva sa tenue de travail, ses chaussures usées, son seau et ses gants. Il déclara « J'enseigne mieux quand je reste moi-même ». La direction, renouvelée après le départ définitif de Leclerc, accepta sans condition. Les élèves, quant à eux, étaient assoiffés de ses paroles. Il ouvrit un atelier hebdomadaire dans la bibliothèque, intitulé Langue et silence, où l'on explorait les racines communes des mots, la musique des accents, le pouvoir des silences dans les dialogues humains. Les sessions, censées durer 1 heure, s'étendaient parfois à 2, tant l'écoute était profonde. Des parents commencèrent même à y assister. On vit un notaire, une neurochirurgienne, un menuisier et un adolescent de seconde discuter ensemble, en latin. Une alchimie rare, née de la passion de Marcel pour l'humain derrière les langues. Pendant ce temps, Leclerc s'enfonçait dans l'oubli. Aucun établissement ne voulait plus de son arrogance toxique. Son nom n'évoquait plus l'autorité, mais le ridicule d'un homme qui s'était cru supérieur à cause d'un titre. Sur les réseaux, un mème circulait toujours, une photo de Marcel avec cette légende simple, « Le savoir ne fait pas de bruit, mais il résonne longtemps ». Et c'était vrai. Car même au-delà du lycée, Marcel devenait une source d'inspiration nationale. Le ministère lui remit discrètement la médaille des Palmes académiques, en hommage à sa contribution, hors cadre, à l'éducation nationale. Il refusa une cérémonie officielle, mais accepta que ses élèves soient témoins de la remise de la médaille lors d'un cours du soir, au fond de la bibliothèque, entre une leçon sur les proverbes arabes et une anecdote sur la poésie japonaise. Il la plaça non pas sur sa veste, mais dans une boîte en bois offerte par les élèves, gravée d'un mot unique, « Merci ». Un jour d'hiver, alors qu'il balayait la neige devant le portail, un petit garçon de 6 ans l'observa longuement. Il s'approcha timidement et dit « Maman dit que t'es pas un vrai prof, mais moi je crois que t'es un magicien ». Marcel se pencha, lui tendit une feuille de papier sur laquelle il avait écrit « Bonjour » dans 25 langues différentes, et répondit doucement « Alors toi, tu viens de réussir le plus grand des examens ». La scène fut immortalisée par un élève en photo, qui devint l'image emblématique d'une nouvelle génération d'éducation fondée sur la bienveillance, le dialogue et la profondeur silencieuse. À la fin de l'année scolaire, une grande cérémonie fut organisée dans la cour du lycée. Mais cette fois, pas d'invité ministériel, pas de grand discours.
Juste des élèves, leurs familles, des anciens professeurs, et Marcel, au centre, assis sur une chaise en bois. Chacun venait déposer un mot, une phrase, un souvenir dans une grande valise en cuir posée à ses pieds, symbole du voyage intellectuel qu'il leur avait offert. Une élève lut à voix haute, « Vous ne nous avez pas appris à réussir, vous nous avez appris à être. » Marcel pleura. Pour la première fois, en public. Non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Non pas parce qu'il avait été acclamé, mais parce qu'il avait enfin été vu. Entendu. Compris? Ce jour-là, la France découvrit que le plus grand traducteur du pays n'était pas celui qui traduisait les mots, mais celui qui savait traduire le cœur des gens. Sans prétention, sans micro, sans fauteuil de velours. Et quand un journaliste lui demanda ce qu'il ressentait après cette année bouleversante, il répondit simplement. Vous savez, je ne voulais pas qu'on me respecte parce que je sais des choses. Je voulais qu'on respecte les choses qu'on ignore encore.